Les F-16 sont officiellement arrivés en Ukraine. Ça fait des semaines, si ce n'est plutôt des mois, voire des semestres, que tous les médias et toutes les sources occidentales préparent les Russes à l'arrivée de ce nouveau matériel. On ne va pas dire qu'ils doivent être étonnés. Et d'ailleurs, depuis début juillet, ils ont commencé à bombarder systématiquement tous les terrains ukrainiens proches de la ligne de front. Toujours est-il, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les derniers développements en rapport avec cette arrivée toute nouvelle de F-16 en Ukraine et nous allons essayer de comprendre exactement ce qu'il se passe avec le dossier F-16. Allez, jingle. Le dernier jour de juillet, Bloomberg sortait officiellement l'annonce et derrière les Américains ont confirmé cette annonce. La deadline qui avait été annoncée pour fin juillet a été respectée et les avions sont arrivés en Ukraine en cette fin juillet. Alors quand on parle des avions, de sources américaines, il s'agit de peu d'avions, ce serait en dessous d'une dizaine, certains parlent d'environ 5-6 avions opérationnels, donc clairement on n'est pas sur 70 ou 200 avions qui serait le volume idéal pour l'armée ukrainienne. Cette livraison fait suite à la déclaration conjointe entre les États-Unis, les Pays-Bas et le Danemark, c'était début juillet, qui disait que les livraisons étaient en cours, ce qui a valu à beaucoup de médias de traiter ce sujet lors du mois dernier. Il faut savoir que les Ukrainiens ont toujours à l'heure actuelle des MiG-29 et des Sukhoi 27 et que leur tactique pour l'utilisation de l'arme aérienne va être l'utilisation de zones sécurisées pour pouvoir stocker les avions quand ils ne sont pas en vol, ce qui est donc la majorité du temps, avec des bunkers ou des zones fortement protégées, si possible à l'abri de missiles balistiques ou de drones, et surtout une multitude de terrains. Pour ce qui est de la formation des équipages, comme vous le savez, il y a en Roumanie, le European F-16 Training Center, qui a 18 F-16 néerlandais qui appartiennent toujours aux Pays-Bas et qui sont utilisés pour la formation des pilotes. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie de fin de formation pour des pilotes roumains, probablement pour des pilotes ukrainiens également. Ces formations sont faites par des pilotes militaires, mais également par des anciens pilotes militaires, des contractors, qui travaillent dans la formation, et c'est quelque chose qui est très présent aux États-Unis, très présent chez les anglo-saxons. Personnellement, quand j'étais dans l'US Navy, j'ai été formé, par exemple au simulateur, par des instructeurs civils, anciens militaires, sous contrat avec le Department of Defense ou avec des entreprises civiles de défense contractée par le gouvernement américain. Le point qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, le New York Times, qui est comme généralement assez bien renseigné, qui par exemple avait parlé des bases secrètes de la CIA en Ukraine, a fait un papier rappelant qu'il y avait eu énormément de frappes sur des bases ukrainiennes ces derniers temps et que les Russes, c'est pas trop dur d'avoir du renseignement pour eux en ce moment, il suffit d'ouvrir Internet, se préparaient activement à l'arrivée des F-16 et essayer de gêner autant que possible la possibilité pour les Ukrainiens d'avoir 2 à 3 km de piste avec un bel asphalte, avec un beau revêtement. Car on sait tous que le F-16 a besoin d'une belle piste, ou en tout cas d'une belle autoroute, d'une belle route, sans ce qu'on appelle des FOD, sans petits débris dessus qui risqueraient d'être ingérés par le réacteur ou de venir endommager son train qui est quand même très léger. Et c'est le New York Times qui vient nous spécifier que justement, d'après certaines sources, ils ne pensent pas qu'il y ait plus de 10 avions vraiment opérationnels pour toute cette année. Donc on est sur une livraison de petits volumes d'avions qui n'auront qu'un impact assez limité sur le champ de bataille, comme on vous l'explique depuis des mois, si ce n'est des années sur la chaîne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très long de faire monter en compétence un type d'avion. Il vous faut, comme on l'a expliqué, les infrastructures. Il semblerait que ça va dans la bonne direction. Après, il faut les maintenir. Ensuite, il vous faut les mécaniciens, qui sont trop souvent oubliés dans les médias, surtout en France. Et ensuite, il vous faut les pilotes, et ces pilotes doivent être formés à un grand panel de missions. C'est pas tout de leur donner de l'armement, par exemple de l'armement anti-navire, il faut savoir les couler des navires. Donc après, ça dépend du contexte tactique. Mais surtout, il faut se douter qu'avec seulement une dizaine d'avions en 2024, l'objectif numéro 1 des Ukrainiens va être de ne pas les perdre et de faire monter en compétence les pilotes. Donc d'y aller très progressivement en prenant le minimum des risques, ce qu'on appelle dans nos préparations de mission le risk level low, qui est quasiment pas de risque pour les avions, et donc les garder soit en retrait et tirer de l'armement de très très loin, ce qui est assez facile et ce que les pilotes ukrainiens pourraient rapidement faire, soit les utiliser, comme cela a été dit même par le président ukrainien, pour de la protection de leur ville. Et là, il faut être franc, F-16, Sukhoi ou un MiG-29, la plus-value est pas énorme pour l'utilisation du F-16, peut-être
un radar un peu plus efficace, peut-être l'accès du coup à des missiles occidentaux, mais de toute manière, les personnes qui vous disent qu'on engage des drones à très longue distance n'ont jamais tiré sur un drone de leur vie, et je vous invite à regarder toutes les images qui ont été partagées, que ce soit par les Israéliens, par la France, par les Américains, même par les Ukrainiens. Quand vous voyez de l'engagement de drones, il se fait souvent à assez courte portée, car il est très dur de réussir à accrocher radar des petits drones, voire des missiles, et vous allez donc devoir vous rapprocher. Vous rapprochez tellement que, je vous rappelle, un MiG-29 ukrainien avait été perdu en ouvrant le feu sur un drone Shahed de nuit. Il s'était pris son bloc moteur. Donc c'est pas ce que l'on souhaite pour les F-16 ukrainiens, forcément. Donc il va falloir trouver le juste milieu et les bons process d'engagement de ces drones ou de ces missiles de croisière pour ne pas prendre de risques avec les F-16, mais en même temps, peut-être utiliser les F-16 de manière un peu plus offensive, un peu plus proche de la ligne de front. Sinon, clairement, ils vont pas changer grand-chose. Donc on vous l'a dit et on vous l'a répété sur cette chaîne, c'est un point de vue purement technique. Pour avoir fait une transformation sur Rafale venant du super étendard, cela prend du temps d'être à l'aise dans un avion de chasse sur tout type de mission. Oui, la motivation est très présente pour les Ukrainiens, mais cela prend du temps également pour les mécaniciens. Ils n'ont pas beaucoup d'avions, ils ne peuvent pas se permettre de les perdre et surtout ils ne veulent pas envoyer un message de communication au vu de tous les médias qui s'intéressent à ce sujet. Il est donc plus que probable que les F-16 en Ukraine soit volontairement gardés assez loin de la zone d'opération dans un premier temps, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des tirs à longue distance ou impacter de temps en temps le champ de bataille, ce qui sera très médiatisé, mais que progressivement, ils vont monter en compétences avec le temps, de manière à pouvoir gagner en crédibilité et surtout construire des bases solides, bases qui serviront de fondation pour la future armée de l'air ukrainienne. Car s'il y a une chose que l'on dit et que l'on redit depuis le début sur cette chaîne, qu'on a écrit dans le bouquin, c'est que regarder trop à court terme fait perdre la vue long terme. Et depuis le début, l'armée de l'air ukrainienne, ce dont elle a besoin, c'est d'une capacité de dissuasion conventionnelle qui permette à terme de dissuader la Russie de rattaquer l'Ukraine. À partir de là, il faudra plus de 200 avions de chasse, il faudra du personnel équipé, il faudra donc beaucoup de RH. Chaque vie de pilote, chaque vie de mécanicien formé sur F-16 est donc extrêmement précieuse pour les Ukrainiens. Et s'ils veulent jouer de long terme, la guerre infinie, comme j'explique dans Au-delà de l'Ukraine, eh bien ils vont devoir accepter que les gains ou que l'impact ne se fera peut-être pas dans les prochains mois, mais se fera l'année prochaine ou dans les années à venir, si ce n'est dans la prochaine décennie. C'est toute la dichotomie de l'arme aérienne moderne. Nous avons des avions qui vont extrêmement vite, mais pour la montée en compétences, pour l'accroissement des capacités de défense, plus votre avion va vite, plus il est compliqué à maintenir en vol et à opérer, plus le temps de formation et le temps de monter au standard et aux compétences est long pour la RH. Et je pense que vous l'avez bien compris, quand on voit le temps qu'il y a eu entre les annonces sur le F-16 et l'arrivée effective de ce F-16 en Ukraine, et ce n'est que le début. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouvel armement utilisable par les Ukrainiens qui va venir gêner les Russes et qui sert donc directement l'état final recherché ukrainien, et c'est plus qu'une bonne chose pour l'armée ukrainienne, et ça va être plus qu'un caillou dans la chaussure des Russes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, excellent mois d'août à vous, peut-être à la rentrée en conférence ou au séminaire, et d'ici là, fly safe.